Alors salut les curieux et les curieuses, bienvenue sur ce deuxième épisode de la série sur l'éducation. Dans cet épisode, on va aborder ce qu'ont dit des penseurs, des philosophes sur l'éducation. À quoi ça sert l'école, à quoi ça sert l'éducation, etc., etc. On va parler aussi des conséquences de l'éducation, comment ce qui se cache derrière une éducation, le modèle, on va dire l'idée qu'il y a derrière les éducations et quelles conséquences ça peut avoir dans la société dans laquelle elles ont place. Bon, on va commencer par un vieux philosophe, Platon. Pour lui, l'éducation, c'est nous faire sortir de la caverne. Alors la caverne de Platon, c'est grosso modo, on est dans une caverne tous, et on est illusionné par les ondes qui sont projetées depuis l'extérieur par le soleil. Le but de la philosophie et le but de l'éducation, c'est justement nous faire sortir de la caverne et supporter la lumière du soleil. Il s'agit de faire découvrir le monde des idées qui est la seule vérité, contrairement aux illusions du monde ici-bas, donc le monde sensible. Le but, c'est de former des hommes vertueux, au raisonnement juste, qui justement deviendront des rois, ou inversement pour lui, soit le roi devenait philosophe, soit le philosophe devenait roi. Pour lui, le meilleur dirigeant, c'est le dirigeant philosophe ou le philosophe dirigeant. Platon, il faut 50 ans à peu près pour devenir un homme, donc c'est tout au long de la vie, c'est pas juste une période où comme ça on devient philosophe et on se dit philosophe comme ça, non, c'est vraiment sur toute la vie où il faut se philosopher, entre guillemets, il faut s'informer, il faut réfléchir. Deux questions ici pose Platon qui sont très importantes. La première, c'est l'éducation qui aurait pour objectif de nous faire sortir de nos illusions. Alors cette idée reviendra avec le XVIIIe siècle et les Lumières, qui justement voit bien avec l'aspect les Lumières qui ont été nommées comme ça. C'est qu'est-ce que les Lumières dans l'opuscule de Kant? C'est vraiment de faire sortir l'homme de sa condition de domination, entre guillemets, que c'est l'autre qui lui dit ce qu'il doit penser, comment il doit penser, donc c'est de réfléchir par soi-même. Donc c'est le but de l'éducation, c'est vraiment de sortir de des illusions collectives afin de se créer un savoir critique sur les connaissances que l'on a acquises durant notre conditionnement culturel. Kant disait « aie le courage de te servir de ton entendement ». Alors pour lui, l'entendement c'est l'intelligence, donc aie le courage d'utiliser ton intelligence critique sur le savoir que tu as intériorisé et que tu n'as pas remis en question sans vraiment le savoir. Sortir vraiment de l'esclavage intellectuel, on va dire. La deuxième question que pose Platon, c'est est-ce qu'un dirigeant ou quelqu'un qui a un poste à responsabilité peut ne pas être philosophe? Donc est-ce que pour prendre des décisions, il est nécessaire de savoir sortir de ses illusions? Car lorsqu'on est responsable, soit au minimum de soi, on le verra après, mais d'un collectif, d'un objectif, il faut savoir ne pas se faire berner, soit par ses prédispositions à voir certaines choses et à ne pas voir certaines autres, soit aussi par la capacité que l'on a à réfléchir sur le monde, donc à mettre en question le monde pour trouver des réponses, et si possible les bonnes. Alors ce que tu dis avec le vieux Platon marche très bien aussi, je trouve, dans la vie de tous les jours. Tous les jours, on a des décisions à prendre et on est aussi au minimum responsable de nos propres actes, mais aussi responsable des conséquences que cela va avoir sur les autres ou sur nos proches. Par conséquent, sortir de ses propres illusions est aussi bénéfique pour nous que pour les autres. Même si on n'est pas totalement responsable de nos actes, on l'est du moins partiellement. Parce qu'on le sait, il y a des déterminismes pluriels, un déterminisme génétique, un déterminisme biologique, mais aussi déterminismes sociaux, déterminisme au niveau de notre personnalité, etc. etc. D'ailleurs, ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la liberté et le déterminisme. Désolé de t'avoir coupé la petite pub au passage. Mais je t'en prie, y a pas de souci. J'en étais où moi? Oui, responsabilité. On n'est pas le seul à subir les conséquences de ce que l'on fait. Et vu que ce que l'on fait dépend aussi de ce que l'on pense, de comment on a pensé, de ce qu'on regarde, de ce qu'on ne regarde pas, de ce qu'on veut voir et de ce qu'on ne veut pas voir, de ce qu'on veut penser et de ce qu'on ne veut pas penser. Donc, diriger sa pensée et sortir de ses propres automatismes de pensée, afin de se désautomatiser, ça c'est Bernard Stiegler qui dit ça. Donc il faut avoir une pensée divergente qui va sur les côtés, qui ne va pas tout droit, et qui a la capacité de se remettre constamment en question afin d'éviter de tomber dans les pièges des habitudes de pensée. Donc pour finir, on peut dire que toute vie, en tout cas toute vie humaine, il y a une marge de responsabilité sur nos propres actions et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les autres et sur nous-mêmes. Bien sûr, tout ça c'est à différents degrés, on n'a pas tous le même potentiel de réflexivité, vu qu'on n'a pas le même déterminisme, on n'a pas la même liberté, on n'a pas la même marge de liberté à agir autrement que la façon dont on a agi depuis longtemps. On n'a pas la même capacité à changer. Soit pour des déterminismes biologiques, soit pour des déterminismes culturels, soit pour des déterminismes personnels, soit pour des déterminismes sociaux. Toutes ces conditions vont former un lot de déterminismes qui va vous libérer une marge de liberté plus ou moins grande.
Étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans étudier est dangereux. Confucius. Exact. C'est un autre monsieur barbu tout aussi vieux que Platon, mais du côté orient cette fois. Il a vécu en Chine aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour lui, l'éducation doit élever le niveau moral de la société. La piété familiale, la loyauté et le respect des aînés font partie des valeurs essentielles du confucianisme. Et c'est aussi pour ces raisons que la Chine actuelle est en train de renouer depuis quelques années, quelques dizaines d'années, avec le confucianisme. Actuellement, la Chine est un régime semi-autoritaire, semi-capitaliste et semi-communiste. Qui dit régime communiste ou autoritaire ou les deux en même temps, dit que les valeurs d'obéissance sont privilégiées. C'est pour ça que Confucius est assez apprécié par le gouvernement chinois, donc par le PCC, le Parti communiste chinois. Mais le Confucius a toujours eu une place relativement importante dans l'histoire chinoise, bien sûr avec des coupures et des bas et des hauts, quoi. D'ailleurs, jusqu'à la fin de l'Empire, en 1911, les examens nationaux, parce qu'il y avait des examens nationaux en Chine, où tout le monde pouvait participer, étaient basés sur le corpus confucéen. Et il y a également aujourd'hui tout un soft power à la chinoise. Donc soft power, c'est la puissance douce, c'est l'influence culturelle, comme les films hollywoodiens aux États-Unis que vous regardez tous, ou les séries, etc. Ça, c'est un soft power, c'est la vie américaine, etc. Là, la vie à la chinoise, c'est les instituts confucéens qui sont disséminés à travers le monde pour promouvoir la culture chinoise, pour promouvoir justement les valeurs chinoises qui sont celles, à quelques différences près, de celles de Confucius. Je vais donner un petit exemple pour voir comment ça se traduit tout ça dans les conséquences. Donc vraiment comment les valeurs ou l'idéologie d'un système éducatif peut se transformer dans des conséquences pratiques, c'est-à-dire dans des objectifs à visée sociale dans une société. Donc là en l'occurrence la Chine. Donc récemment la Chine a inauguré le crédit social. Donc ils ont pu faire ça grâce à l'augmentation des performances en reconnaissance du visage par l'algorithmie. Donc pour faire simple, grâce à la surveillance de la population. On peut reconnaître les gens maintenant à leur façon de marcher, même si c'est pas encore au top niveau, mais en tout cas on peut reconnaître vraiment, même si on met une capuche, il y a des moyens techniques de reconnaître avec une caméra si c'est vous ou pas. Le crédit social, c'est comme en primaire, quand vous avez des images parce que vous avez un bon comportement, et ben le crédit social c'est ça. Sauf que ça a des conséquences autrement plus néfastes. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Bon, c'est encore localisé à quelques régions et à quelques millions de personnes qui sont concernées, et c'est pas l'ensemble de la Chine. Je rappelle que la Chine fait 1,3 milliard à peu près d'habitants. Donc ils ont mis en place cette évaluation du comportement au quotidien. Ils ont mis tout un système de bonus-malus en fonction du taux de comportement positif et négatif de l'individu. Donc on va dire on part tous à 100 points, et si vous descendez en dessous de 100, plus vous descendez, moins vous avez de possibilités, et plus vous montez au-dessus de 100, plus vous avez de possibilités. C'est un peu le principe si vous voulez. Alors les comportements négatifs, c'est traverser au feu rouge, payer ses dettes en retard, ou tout simplement être contre le parti communiste chinois. Par exemple, si on est pour les droits de l'homme, on est contre le parti communiste chinois. Par conséquent, on perd des points. Et si on perd des points, on a des malus, comme je l'ai dit. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on paie ses trains plus cher, ou on n'a pas le droit à beaucoup de trains, on n'a pas le droit à l'avion, on n'a pas le droit au passeport. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. On a sa tête qui peut être affichée quand on va au cinéma, au-dessus du cinéma, pour dire toi tu es un mauvais chinois, un mauvais citoyen. Et en revanche, si on a des bons points, donc si on a des bons comportements, donc on a des bonus, c'est-à-dire on a la carte gratuite pour voyager dans les bus et les trains, on peut avoir des musées gratuits, on a plus de chances de trouver un loyer, etc. etc. Enfin, c'est vraiment un système qui veut, si vous voulez, qui veut quantifier la totalité des comportements et les traduire en qualité positive ou négative ensuite. C'est-à-dire de transformer ces comportements tous les jours en des acquisitions ou en des diminutions. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à un épisode de Black Mirror, la chute libre. Donc c'est pareil, il y a des points et on suit une jeune femme qui veut louer un appartement. Mais pour louer cet appartement, il faut avoir un certain nombre de points, donc avoir un certain nombre de bons comportements
pour justement pouvoir rentrer dans cette espèce de caste, donc pour pouvoir posséder cet appartement. On la voit descendre, hein, d'où le titre Chute libre, dans le classement et ne pas pouvoir louer son appartement, et ça va bien plus loin. Je vous laisse voir l'épisode pour ceux qui l'ont pas vu, il est vraiment génial, et ça laisse vraiment voir comment la quantification des bons comportements et des mauvais, et juste le fait qu'on puisse les voir au quotidien, par exemple si votre patron a accès, si votre loueur a accès, si l'État a accès, tout ça peut avoir des répercussions très, très importantes sur votre vie de tous les jours. La capacité que vous avez à faire des choses, à acheter des choses. Et ton truc, ça me fait penser un peu au système d'assurance. Si on y pense, c'est un peu la même chose, parce qu'en fait, on surveille notre comportement, et en fonction de notre comportement, il y aura des conséquences positives ou négatives derrière. Même s'il est vrai que c'est quand même plus localisé, un comportement spécifique, il y aura des conséquences spécifiques. C'est le même modèle, mais en miniature en fait. Surveillance, conséquences. Par exemple, quand vous demandez un prêt à la banque, on va voir votre comportement bancaire. On va voir si vous gérez bien votre argent, si vous n'êtes pas trop dépensier. Ou encore, si vous n'avez pas eu d'accident pendant longtemps, vous recevez un bonus, donc une baisse de vos mensuels. Ou au contraire, si vous avez justement eu des accidents, il y aura des malus, donc une augmentation de mensualité. C'est le principe de bonus et de malus. Alors comme on peut le voir sur le site servicepublic.fr, où le bonus-malus est un système de modulation de la prime d'assurance en fonction du comportement de l'assuré. Donc il y a bien un lien entre le bonus, le malus et le comportement que l'on a au quotidien. Par ailleurs, les assurances peuvent aussi vous donner des conseils pour bien prendre soin de votre santé physique, votre santé psychologique, en vous donnant des conseils sportifs, en vous disant comment prendre soin de votre santé alimentaire, quoi manger, comment manger, quand, etc. Donc en prenant soin de votre santé, vous prenez soin de votre assureur. Bon, ne soyons pas totalement cyniques, il ne le faut pas non plus que pour que vous leur coûtiez moins cher, ils le font aussi un peu pour vous, même si à mon avis, ils le font quand même aussi beaucoup pour eux, dans le sens où si vous leur coûtez moins, vous leur rapportez plus. Alors selon moi, il existe deux paradoxes à l'éducation. Le premier, c'est le développement moral de l'individu qui peut être contraire au développement critique. Sortir de la caverne de Platon, donc sortir de l'illusion collective dans laquelle on est pris, c'est contraire à l'intégration de la morale dont laquelle on est supposé sortir. La morale est un héritage culturel, et l'esprit critique est justement une réflexion, une remise en cause de cet héritage culturel. On va prendre l'exemple en ce moment des Noirs aux États-Unis, qui est très parlant, surtout dans le sud, qui possédait beaucoup de coton, donc beaucoup d'esclaves noirs, et qui a créé un héritage culturel qui a conditionné les individus à voir les Noirs et à percevoir les Noirs comme des personnes radicalement différentes d'eux, avec lesquelles il ne fallait pas se mélanger, qui étaient quelque part différents et inférieurs. Donc il ne fallait pas se contaminer, il ne fallait pas contaminer la race humaine blanche avec la race moyennement pas trop humaine noire. Le jour de la fin de l'esclavage, donc mi-19e siècle après la guerre de sécession, n'est pas la fin des déboires qu'ont eu à subir les Noirs aux États-Unis. Le Ku Klux Klan naît d'ailleurs juste après la guerre de sécession, donc juste après l'arrêt de l'esclavage des Noirs. À ce sujet, je vous conseille des très bons reportages qui sont sortis sur Arte sur le Ku Klux Klan il y a pas longtemps, à la date de cette sortie de vidéo. Donc c'est vraiment le refus de certains blancs à se mêler avec la race noire. À titre d'exemple, il a fallu près d'1 siècle pour qu'un noir puisse rentrer à l'université, donc 1 siècle après que l'esclavage des noirs était aboli. Alors c'est James Meredith qui rentra en 1962 à l'université du Mississippi, donc dans un état du sud. Aujourd'hui, il est pourtant tout à fait normal à la plupart des gens qu'un noir puisse rentrer à l'université, ou même qu'on puisse se mettre en couple avec un noir, donc qu'on puisse aussi avoir des amis noirs, qu'on puisse fréquenter des noirs, etc. Et avant, c'était vraiment un héritage culturel, surtout dans le sud, comme j'ai dit, qui avait conditionné les individus à voir et à percevoir les noirs comme des individus radicalement différents d'eux, avec lesquels il ne fallait pas se mélanger. Donc on peut voir comment une pensée critique peut avoir du mal à développer dans une situation sociale et économique historiquement située. Nous avons, vous avez et j'ai aujourd'hui aussi des impensés qui conditionnent nos façons de percevoir le monde et qui nous empêchent ou diminuent les chances qu'on a de le voir autrement. Cette démonstration pourrait tout autant être faite avec les homosexuels, qui ont aussi à certaines époques été complètement brimés et à d'autres pas du tout, comme en Grèce ou en Rome antique, et qui pouvaient être pratiqués avec certaines règles, mais qui pouvaient être pratiqués sans forcément être mis au pilori de la société. Le deuxième paradoxe qui rejoint directement le premier, c'est celui de l'intégration dans la société.
ce que Durkheim appelait la fonction unificatrice. Par les mêmes savoirs, connaître les mêmes poèmes, connaître les mêmes auteurs, avoir une connaissance générale de l'histoire et la même connaissance générale de l'histoire, ça permet selon lui de créer un lien entre les différences des individus, donc qui peut rassembler les particularités. Donc les différences sont, on va dire, sublimées par une ressemblance et une unité commune. Ce paradoxe peut être mis en relief par le débat entre guillemets qu'il y a eu avec Dewey et Durkheim. L'un prenait une approche expérientielle de l'enfant, donc on se centrait sur l'enfant, qui sera à l'aune de l'éducation nouvelle et l'éducation progressiste, comme je le disais dans l'épisode d'avant, sur la progression vraiment de l'enfant en se centrant sur ce que lui il a envie de faire. Alors que Durkheim était plutôt sur une posture très française, donc vraiment où le professeur incarne la République, incarne, comme je disais, une espèce de prêtre qu'on écoute sans remettre en question. En tout cas, sans remettre trop en question. L'éducation est forcément conservatrice car l'enfant arrive dans un monde qui le précède. C'est Hannah Arendt qui disait ça. Donc dans un sens, c'est plutôt vrai parce que quand un enfant naît, il arrive dans un monde qui lui préexiste. Il arrive dans un monde où il y a déjà des traditions, il y a déjà qui a déjà une histoire, qui a déjà un présent et que lui ne connaît pas. Donc il va être modelé par cet environnement qui lui préexiste. Par conséquent, l'éducation a forcément une grosse partie de conservatisme, parce que si on éduque l'enfant à quelque chose de totalement nouveau, donc ça veut dire qu'il va vivre dans un monde totalement en décalage avec ce monde dans lequel il est né. C'est comme si on crée un endroit où les enfants étaient en avance de 50 ans sur leur temps, niveau culture, niveau éducation, niveau valeur, niveau morale, et du coup il va y avoir un décalage en fait, temporel qui va se créer entre le monde clos dans lequel il va grandir et le monde en dehors de ce cercle. Donc il y a toujours une part de conservatisme dans l'éducation qui est nécessaire à l'adaptation de l'enfant au monde. Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'enfant a aussi sa propre personnalité. L'éducation doit-elle donc avoir pour objectif le conformisme? Doit-elle avoir pour objectif l'intégration ou l'assimilation de l'enfant? C'est des débats qui sont assez récurrents sur les plateaux télé. Donc il y en a qui sont par exemple en France partisans de l'intégration, c'est-à-dire qu'on accueille le migrant avec sa différence, et il y a toujours une part d'acculturation où la personne prend une part du pays dans lequel il arrive. L'assimilation, c'est le modèle que prônent par exemple des gens comme Zemmour. Pour lui, c'est devenir le même, c'est-à-dire qu'un quelqu'un qui arrive en France, il doit faire comme les Français. Bon après, même si c'est difficile de savoir ce que c'est vraiment faire comme les Français, mais pour lui, ça a vraiment de l'importance de devenir un Français, et pas de rester un Russe, un Bolivien ou un Congolais par exemple. Et avec l'enfant c'est à peu près pareil, c'est toujours comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, un conflit entre le vertical et l'horizontal, donc ce que l'enfant doit être pour la société et ce que l'enfant veut être. Même si la réalité n'est pas aussi binaire que ça, hein, bien sûr c'est simplifié dans cette vidéo, c'est un peu le format qui l'oblige. Hein. Si on prend les catégories d'avant entre Durkheim et Dewey, faut-il intégrer l'enfant ou faut-il l'assimiler? Donc faut-il laisser la personnalité de l'enfant devenir ce qu'elle est, en lui laissant toute la potentialité de se révéler, comme Dewey le précise avec son modèle de l'expérience, où le professeur est là plutôt pour encadrer que diriger. A l'inverse, Durkheim, lui, il est plus partisan de l'assimilation, on pourrait dire, même si je ne sais pas s'il le dit explicitement comme ça, mais le professeur a pour rôle de diriger et de dire et d'inculquer à l'enfant ce qu'est le monde, et comment lui doit être, on va dire, par ricochet. Pour Durkheim, la place de l'élève a moins d'importance que la place du monde dans lequel il naît. Bien sûr, après, quand l'enfant sera grand et qu'il aura acquis suffisamment de savoir critique pour développer un autre savoir, il sera bien sûr, en tant qu'adulte, autorisé à se servir de son intelligence et de sa connaissance pour développer d'autres formes de valeurs, d'idéologie, etc. Mais il doit d'abord passer par ce sas commun qui unit l'ensemble. Là où ça se complique, c'est difficile de définir ce qui est une différence acceptable et ce qui est une différence inacceptable. Bien sûr, parce que ça dépend toujours des perspectives, des valeurs, des traditions, de l'héritage culturel, l'héritage social, la personnalité. Alors sous réserve de fréquenter les mêmes endroits, si on est dans un bain culturel totalement différent, même en étant en France par exemple, que ce soit un enfant ou pour une personne étrangère, on va avoir du mal à intégrer la culture dans notre particularité personnelle, que celle-ci soit culturelle ou personnelle. Et je trouve on fait pas beaucoup de sciences ici, hein. Franchement je suis pas hyper content. Au prochain épisode on fera les sciences humaines. Est-ce que c'est assez scientifique pour toi? Ah, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus scientifique, mais bon c'est déjà pas mal. Bon en fait t'es jamais content quoi. Si, mais bon, voilà quoi, j'aime bien la science moi. Et surtout n'oubliez pas de rester curieuse et curieuse. Allez, à la prochaine.
Alors si vous aimez ce que je fais, suivez-moi sur mes réseaux, ça m'aidera beaucoup. Et vous, ça vous permettra de voir quand est-ce que sortent les nouvelles vidéos.